Bien, bonsoir à tous. Merci aux plus courageux de rester pour écouter ce que je vais essayer de vous mettre à l'écran. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité pour vous présenter une étude sur l'efficacité des jeux sérieux. Je remercie vraiment le professeur Isabelle Lafont qui, sans elle, j'aurais du mal à prouver l'efficacité vu que c'est dans son domaine où les études sont les plus parlantes. Alors que dans le mien, où je travaille beaucoup sur le musculo-squelettique, on est encore au bœuf à bas de la science. Alors, les jeux sérieux, c'est un domaine qui est en pleine expansion. Les jeux vidéo, vous connaissez, si vous avez des adolescents à la maison qui sont devenus possi-communicants, puisque maintenant on utilise ces jeux pour la santé. Et ces jeux sérieux, c'est quoi la différence? C'est que vous utilisez un support multimédia avec des intentions sérieuses. Et ces intentions sérieuses, elles sont très diverses. Vous avez l'enseignement, vous avez l'apprentissage, la communication, on l'utilise dans divers domaines, la politique, le marketing, etc. Et donc, si vous voulez, c'est un environnement qui maintenant s'est peu à peu imposé au système de santé, non par son côté ludique, simplement ludique, mais parce qu'on va utiliser la notion de plaisir et peut-être même d'addiction liée au jeu comme un moyen et non pas comme une fin. Et là, dans le domaine de la santé, on a vu émerger un tas d'études qui ont révélé quelques vocations de ces jeux sérieux, notamment centrés sur le patient, centrés sur les proches environnements du patient et sur le personnel soignant. Donc vous voyez de suite que ce soit pour l'éducation à la santé ou dans le cas de maladies chroniques où on va être dans des processus d'éducation thérapeutique, lorsque l'on veut favoriser l'adhésion à des programmes, le maintien des activités physiques, le maintien d'une rééducation à plus long terme, eh bien, on va avoir cette notion d'interactivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces patients-là, le fait de jouer avec un jeu intelligent, avec un jeu sérieux, eh bien, vont lier une interactivité avec ce jeu et donc qui va favoriser leur adhésion, et c'est ce qu'on recherche, et faire intervenir un certain nombre d'intervenants, comme les proches ou les soignants, qui peuvent même piloter les interfaces de ces jeux. Donc, on peut imaginer des supports qui vont améliorer les patients dans une perspective de santé, et je vais essayer de les détailler. Alors, on a vu depuis une vingtaine d'années nos plateaux techniques de médecine physique et de réadaptation se remplir de tas d'outils et dont on a parfois quelques idées pour savoir comment ils fonctionnent, quelques idées pour savoir ce qu'on va en faire. En revanche, sur la finalité, on est un tout petit peu plus réservé. Et donc, on peut avoir un certain nombre d'outils qui vont des plus compliqués, le Locomat, où on va entraîner des patients à marcher sur un tapis, avec des environnements tridimensionnels qui permettent une immersion quasi complète dans un univers virtuel. Et là, on est sur une plateforme avec un tapis de marche, avec quelqu'un qui est suspendu parce qu'autour, vous pouvez voir, c'est le vide. Et donc, cette plateforme est totalement asservie. Et donc, on va pouvoir mettre le patient dans un environnement de réalité virtuelle et donc de jeu, et le faire marcher. Là, vous voyez, c'est à Amsterdam que ça se passe. Ils ont étudié chez des amputés de guerre, eh bien, l'adaptation à des prothèses de membres inférieurs, et ils les font travailler dans des univers complètement virtuels. Et ensuite, on peut passer sur des outils plutôt liés à la robotique, où on va avoir des gants qui permettent d'avoir un retour haptique, des gants qui permettent de mesurer une activité musculaire, des gants qui permettent d'aider le patient lorsqu'il est en difficulté, pour aller vers des outils beaucoup plus simples, une Kinect, la plupart d'entre vous en ont une chez eux s'ils ont des enfants. Eh bien, vous avez donc, vous captez le signal, on vous voit bouger devant la caméra et vous pouvez agiter les bras pour jouer au tennis. Donc, tous ces outils-là ont une utilité potentielle dans des stratégies de rééducation, sauf que même si maintenant on est convaincu que certains jeux sont utiles et ont déjà démontré une certaine efficacité pour faire de l'exercice, quand on veut rentrer dans le jeu sérieux, on est quand même un peu tenu de passer par un processus de conception où on va essayer de travailler avec des professionnels de l'informatique et du multimédia
pour la conception des jeux en lien avec des professionnels de santé qui ont des objectifs particuliers. Et là, c'est vrai que l'interface avec des laboratoires qualifiés dans le mouvement, pour pouvoir essayer de modéliser ces jeux et essayer d'avancer sur la pertinence de leur utilisation, est essentielle avant de passer à des études cliniques qui vont pouvoir démontrer une efficacité de ces supports. Alors, pour simplifier, je ne vous ai pas fait un répertoire de tous les jeux qui existent et qui ont été utilisés dans le monde. J'ai simplement fait un focus sur ce qu'on utilise dans le Languedoc-Roussillon et sur ce qu'on a pu développer ou sur lesquels on est en cours de développement. Et vous voyez, on est vraiment dans une stratégie de mouvement, c'est-à-dire déficience motrice et cognitive liée à l'AVC, donc la plupart du temps liée au déficit du membre supérieur. Motricité, équilibre, le professeur Blin a parlé de l'équilibre chez le sujet âgé, je vais vous montrer un exemple. Et la grande sphère du déconditionnement, c'est-à-dire toutes les pathologies cardiovasculaires, les pathologies musculo-squelettiques comme la lombalgie, qui conduisent à un défaut de mouvement, c'est-à-dire une perte quantitative et une perte qualitative des mouvements, qui pourrait être une cible thérapeutique. Simplement, je vais vous montrer quelques exemples pour vous dire que ce n'est pas si simple de mettre au point un jeu sérieux à l'heure actuelle. Alors, les progrès de la neuroscience nous ont permis d'évoquer de nouvelles pistes pour essayer d'améliorer le pronostic des accidents vasculaires cérébraux, puisque dans ces accidents, vous avez des déficiences qui sont motrices, sensitives et parfois cognitives. Et on se dit que si on veut faire de la rééducation et de la réadaptation, eh bien, il va falloir peut-être encourager le mouvement. Je vous dis, pour réapprendre à marcher, il faut marcher. C'est peut-être simple, mais globalement, si on fait de la répétition d'exercices, eh bien, on obtient, et ça a été démontré, vous voyez là de l'activation corticale avant un programme d'entraînement, et là, vous voyez que les pixels qui s'allument sont beaucoup plus nombreux, c'est-à-dire qu'on a une implémentation des zones corticales qui s'activent et donc une amélioration de l'organisation corticale. Donc, ces progrès dans la neuroscience nous disent il faut peut-être bouger. Ensuite, on sait très bien que quand on a eu un accident vasculaire cérébral, une des principales complications, c'est qu'on apprend à ne pas se servir du membre déficitaire. Learn, non-use. Ça, ce sont les publications de Tom en 1994, ce qui a induit de la thérapie contrainte, c'est-à-dire vous bloquez le membre sain et vous obligez le patient à se servir du membre lésé. Et donc, fort de ces concepts, les programmes de rééducation se sont attachés à faire du mouvement parfois répétitif, notamment au niveau du membre supérieur, avec une stratégie qui est orientée sur la tâche, c'est-à-dire que on vous demande de faire une tâche et vous la faites de manière répétitive jusqu'à que vous réussissiez. Et ça, c'est vrai que dans ces méthodes-là que l'on voit ici et là, la plupart des patients, non seulement après un AVC, sont fatigables, mais on engendre une espèce de frustration parce qu'on n'a pas de feedback sur la réussite, sur le fait qu'on est toujours en difficulté, sur la notion de fatigue, avec le peu d'intérêt que peut avoir le fait de bouger des cubes sur une table. Et le problème, c'est que le résultat dépend énormément de la participation et de l'implication du patient. Et donc, logiquement, on s'est demandé si toutes ces interfaces, tous ces supports multimédia dans lesquels on pourrait implémenter une valence sérieuse ne pourraient pas servir pour améliorer la qualité, voire le mouvement dans son intégralité. Alors là, vous ne voyez absolument pas. Ce sont le nombre de publications qui ont eu trait au jeu sérieux. Donc vous imaginez, là, en 1976, il y en avait une, et puis vous imaginez une courbe qui vient comme ça, puisqu'il y en a 330 en 2011. Donc c'est quelque chose qui a considérablement explosé dans la littérature scientifique, avec une revue de la Cochrane qui est parue en 2011, où on voit que les capacités fonctionnelles du membre supérieur, en utilisant des jeux sérieux, est amélioré. Donc le fait d'impliquer un patient qui a un déficit moteur plus ou moins sensitif dans une stratégie ludique va améliorer son adhésion, sa participation et va améliorer ses performances fonctionnelles. En revanche, il n'y a pas d'effet notable sur la force de préhension ni sur la vitesse du mouvement.
et une amélioration sur les activités de journalière, c'est-à-dire que cette transformation fonctionnelle a une efficacité dans les gestes de la vie courante. Le vrai souci, c'est que, vous voyez, la population est extrêmement sélectionnée, donc on n'est pas encore à un stade où on peut extrapoler tous les résultats. Alors, comment ça se passe en pratique? Voilà. En pratique, si vous voulez, là, je vous montre qu'un exemple, s'il veut bien démarrer, je n'ai pas l'impression. En tout cas, là, vous voyez, le patient est en face de l'écran. En fait, ce qui va être détecté, c'est le mouvement de sa main. Il a une cible, et donc il y a un jeu qui défile, et ce patient a pour mission d'attraper sa cible. Donc là, même si on est sur un concept de jeu relativement simple, qui ne plairait pas à nos ados, eh bien, ce patient a quand même les difficultés augmentent et donc on a une espèce d'implémentation de la difficulté. Et le professeur Lafont, avec l'équipe du laboratoire M2H, est en train de travailler sur justement cette notion d'amélioration lorsque l'on arrive à contrôler la difficulté. Et ça, cette interface, il est vachement intéressant parce que soit vous demandez à un soignant ici, qui est à côté du patient, une fois qu'il réussit ses exercices, une fois qu'il réussit son jeu, d'augmenter la difficulté, sauf que c'est le soignant qui va prendre une part décisionnelle dans le processus de rééducation, soit vous pouvez tout à fait essayer de mettre un programme dans le soft qui va permettre au logiciel d'adapter lui-même, en fonction du taux de réussite, en fonction de la vitesse d'exécution, la difficulté du jeu. Et on peut même rajouter des distracteurs. On peut même challenger le patient en lui demandant d'attraper une cible de plus en plus instable et de plus en plus petite. On peut même grossir la cible lorsqu'il est en difficulté ou adjoindre une orthèse intelligente qui va lui permettre de réussir quand il est trop en difficulté ou quand il y a trop d'échecs. Donc vous voyez que même si d'apparence ce jeu-là paraît simple, la quantité de choses que l'on peut faire et que l'on peut manipuler pour entraîner le patient à faire une activité répétitive qui, d'habitude, est assez mal tolérée, est intéressante et peut-être explique le fait que les résultats sont un peu meilleurs dans la littérature. Donc ça, c'était pour l'accident vasculaire cérébral. On est maintenant en train de développer, avec la société Naturalpad, qui est une start-up montpelliéraine, un certain nombre de stratégies pour essayer de proposer une alternative à la rééducation classique. Alors c'est vrai qu'on ne remplacera peut-être pas l'activité physique en extérieur, le travail d'équilibre, le tai chi, etc. En revanche, là, on peut être dans des milieux un peu plus confinés, comme à l'intérieur d'un domicile avec une difficulté de trouver des activités à proximité, des solutions alternatives qui pourraient permettre peut-être de passer un premier cap. Donc là, on est sur des stratégies d'équilibre, de motricité, de coordination pour lesquelles on a simplement besoin d'une Kinect et d'un écran relativement grand pour permettre aux patients joueurs de jouer à ce jeu qui est Hammer and Planks. Donc c'est un jeu de bateau de pirates, où on a un intérêt ludique qui est certain, parce qu'il faut attraper des tas de petits trésors. Et vous avez une sécurité d'utilisation, parce que notamment chez la personne âgée ou chez l'enfant handicapé, vous êtes sur le sol. Donc vous pouvez mettre même un tapis de sol si jamais il tombe. Vous n'avez besoin d'aucun instrument, il n'est pas sur une plateforme en équilibre. Et vous pouvez asservir à peu près tout. J'espère que là... Voilà. Vous pouvez asservir à peu près tout, c'est-à-dire que si jamais, par exemple, l'enfant a une négligence, là, ici, vous avez une tablette qui vous permet de déplacer que d'un côté les cibles, et donc que l'enfant ou le sujet âgé va essayer d'attraper dans son côté le plus négligent ou lorsqu'il est instable, du côté où il est plus instable, et améliorer ces stratégies de coordination et de compensation avec un jeu comme ça. Alors bien entendu, là, je vous montre que la partie immergée de l'iceberg, on est en train de travailler sur d'autres supports, mais le principe même de l'adhésion, alors honnêtement, avec les enfants, c'est de la folie, ils jouent pendant des heures. Pour les sujets un peu plus âgés, ça va un moment, et puis après, on voit bien qu'ils se lassent, donc il va falloir peut-être réfléchir à d'autres supports qui pourraient un peu plus les intéresser, notamment sous la forme d'exercices.
Pour la dernière partie, je vais juste faire un focus sur deux grandes stratégies, c'est-à-dire que là, on est dans le déconditionnement, on est dans les maladies cardiovasculaires et on est dans les maladies lombaires. Alors, je pense que vous avez bien compris que si on ne fait pas d'activité physique, le fait qu'on soit sédentaire nous tue. Donc ça, c'est très largement démontré. Je vous invite à relire l'excellent article de Lee dans le Lancet de 2012. Et surtout à un coût qui est exorbitant pour la société, notamment en termes d'arrêt de travail pour la lombalgie. Vous savez très bien que nous traitons de plus en plus de maladies chroniques puisque nos médicaments sont efficaces, donc nous ne mourrons plus de ces maladies. En revanche, nous vieillissons et donc nous avons plus de chances d'être malades chroniques au cours de notre vie. Et l'intérêt des activités physiques, je pense que cette journée vous a convaincu, eh bien, on peut réduire la mortalité, on peut réduire la morbidité. Et donc l'intérêt de ces jeux, c'est non seulement peut-être d'initier une activité physique ou d'initier une qualité de mouvement et surtout de la maintenir dans le temps. Parce que quand on regarde nos études, on voit bien que dans les stratégies, que ce soit pour le patient coronarien ou pour le patient lombalgique, on est dans l'incapacité de trouver les moyens de fidéliser les patients qui ont eu, par exemple, un infarctus non létal. Quand on regarde les statistiques, on essaie... On voit bien qu'on doit d'abord augmenter la quantité de mouvements, on doit augmenter la participation des patients et on doit augmenter l'adhésion. Donc là, on parle de post-AVC, sauf que dans les maladies cardiaques, comme dans la lombalgie, vous prenez les patients, ils sortent à 6 semaines, à 3 mois de votre programme, ils sont tous à fond sur une activité physique. Vous les remesurez à 6 mois, il y en a 50% qui ont disparu, à 1 an, il doit en rester 20%. Et le problème, c'est que même les stratégies éducatives, on a du mal à garder une adhésion forte dans ces programmes. Donc, l'utilité de ces serious games est maintenant acquise et on essaie de travailler là-dessus. 20% des patients qui font un infarctus non létal ont un programme de réhabilitation cardiaque. Donc, ce qui veut dire que quand vous venez à l'hôpital, alors que vous avez fait une petite douleur coronarienne, il ne s'est rien passé, globalement, vous sortez de l'hôpital et il ne s'est rien passé sur vos facteurs de risque, sur votre niveau d'activité, sur votre sédentarité, sur tout ce qui va faire que de toute façon, vous allez revenir pour un infarctus dans pas très longtemps. Donc, à partir de là, ce qu'on a proposé, c'est dans nos programmes de rééducation cardiaque, on utilise des jeux qui sont déjà dans le commerce et on essaie de regarder quels sont les jeux auxquels les patients qui ont été victimes d'un infarctus veulent participer, quelles sont les recommandations que les cardiologues peuvent faire sur le niveau d'activité et surtout la progression des patients. On utilise une Kinect pour essayer de contrôler le mouvement et on est peut-être même en train de regarder si on ne peut pas capter la fréquence cardiaque pour que le logiciel adapte automatiquement et la durée et l'intensité de l'activité pour qu'on soit sur des volumes recommandés. Donc, on va dévier des jeux du commerce vers cette activité sérieuse. On va pouvoir planifier le niveau d'effort de manière totalement automatisée, c'est-à-dire que l'interaction du patient avec la machine va être totale. Ensuite, on peut tout à fait adapter au patient, c'est-à-dire son niveau d'effort, ses préférences par rapport au jeu, sa tolérance et son adhésion. Et ensuite, on peut tout à fait mettre là-dedans des messages d'éducation thérapeutique. Là encore, on peut mettre les patients en réseau, c'est-à-dire faire des groupes de travail, faire des groupes d'exercice, faire des compétitions. Les garçons aiment bien ça. Le dimanche, vous êtes devant votre Wii et vous allez galoper comme un lapin. Et vous êtes avec 3-4 qui ont fait le programme avec vous et qui peuvent poursuivre cette activité. Et ensuite, vous avez un feedback qui n'est pas anodin, c'est-à-dire que le fait de recevoir une espèce de satisfaction lorsque vous avez fait des scores importants, eh bien, augmente un tout petit peu l'adhésion. Et même, on peut imaginer qu'à partir de là, on va pouvoir inciter les patients à sortir et quelque part où des objets connectés vont pouvoir prendre le relais sur leurs activités physiques. Et à ce moment-là, ce type d'évaluation pourra servir simplement d'évaluation, c'est-à-dire que le patient va courir, il a son iPhone enregistre tout, et quand il revient, la machine interprète tout ce qu'il a fait et mesure ses progressions au fil du temps. Enfin,
la lombalgie chronique, là, le défi, il est un tout petit peu plus important, parce que, comme vous le savez, ça touche une frange de la population qui est colossale. Ça a un coût qui est exorbitant pour notre société, puisque dans le Gard, ça représente un peu plus d'un tiers des indemnités journalières versées chaque année. Et donc, on sait très bien que nous, on a un problème d'adhésion, même malgré nos programmes d'éducation thérapeutique où on est très proche des patients et très proche des projets des patients, on a des problèmes d'adhésion, surtout sur la poursuite des activités physiques. En revanche, les bons résultats, c'est deux choses. C'est j'ai repris mon travail et je poursuis mes activités physiques. Globalement, quand ces deux conditions seront remplies, généralement, on a une chute vertigineuse de la consommation médicamenteuse, de la visite chez le médecin. Et là, vous avez vu, M. Bredeau vous a parlé de ce modèle. Non seulement les lombalgiques ont une diminution quantitative de leurs activités, mais en plus, dès qu'ils rentrent dans un phénomène d'appréhension, c'est-à-dire dans un comportement d'évitement, ils vont limiter leur capacité de mouvement. Ceux qui sont lombalgiques dans la salle le savent, tout le monde vous a dit « Oh là là, tu t'es fait mal au dos, ne te penche pas en avant. Non, non, ne te penche pas en arrière. Oh là, surtout, il ne faut pas tourner. » Donc au bout d'un moment, vous enregistrez tous ces messages et vous perdez vos capacités de mouvement au fil du temps, et donc vous devenez incapable de faire le moindre mouvement sans avoir mal. Et donc l'idée, c'est que ces jeux sérieux vont automatiser complètement, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir un squelette qui est à peu près défini par la Kinect. Là, pour l'instant, il y a 2 Kinect et le bassin n'est pas encore très bien considéré, donc on a encore quelques verrous technologiques qui sont à changer. En revanche, l'idée est toute simple, c'est que vous avez vu ce qu'a dit M. Blin sur la proprioception, sur la force, sur l'endurance. Eh bien, finalement, chez le patient lombalgique, on va être dans ces mêmes catégories. Et la machine devrait être capable de détecter des patients qui sont instables, parce qu'ils ne vont pas tenir sur un pied, des patients qui ne vont pas pouvoir se pencher complètement en avant ou en arrière, ou avec des saccades qui seront détectées, des patients qui ne seront pas capables de faire une trentaine de sauts sur place. Et donc, à partir de là, eh bien, le logiciel va déterminer un certain nombre d'exercices, et puis ensuite, éventuellement, d'activités ludiques que le patient va pouvoir faire devant sa machine. L'idée est toute simple, c'est qu'après nos programmes de rééducation, c'est que ce logiciel-là, ce jeu virtuel-là, est une espèce de lien avec la reprise d'activité à domicile, en sachant que, une fois que le patient est autonome et a repris des activités, il ne devient plus qu'un objet d'évaluation, et peut-être un objet d'évaluation centré, c'est-à-dire que si on veut aller encore plus loin, on dit qu'on a une plateforme à domicile et que le patient devient un élément du dispositif. On est en connexion via les réseaux. Tout le monde a des objets connectés chez lui ou sur lui. On va pouvoir proposer ce type d'intervention qui sont des activités physiques. Si jamais on veut faire de l'équilibre, on peut tout à fait proposer ça dans des maladies de Parkinson. On est déjà en train d'étudier avec une société ce genre de travail chez le Parkinsonien. Et on va peut-être pouvoir mettre à disposition de patients, grâce à des moyens relativement peu coûteux, des stratégies embarquées qui va au moins répondre à une chose, c'est de pouvoir faire une activité sans trop dépenser et sans avoir à s'inscrire dans un club qui est à 20 km, alors qu'il n'y a pas de piscine, alors qu'il n'y a pas de terrain de tennis, etc., etc. Et la seule chose que l'on attend, c'est de savoir si ces stratégies-là renforcent l'adhésion. On l'a vu dans la réhabilitation du membre supérieur, dans l'AVC, on renforce l'adhésion. Dans ces maladies-là, qui sont des maladies où, une fois que l'épisode aigu est passé et que vous récupérez une autonomie, le maintien des activités physiques reste un enjeu sur le long terme. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir enclencher toute une boucle où l'industriel va pouvoir récupérer des données, nous aussi en même temps, faire des études de grande ampleur là-dessus, en sachant qu'on peut tout à fait considérer qu'une fois que la stratégie a abouti à son effet, c'est-à-dire à relancer le patient dans les activités physiques, il devient un objet de mesure et un objet connecté qui va permettre de maintenir le lien. Donc voilà, le message, il est là. Nous sommes au début de cette ère qui a déjà commencé depuis une dizaine d'années et qui commence à se matérialiser vu la démocratisation des jeux vidéo qui ont envahi la plupart des maisons.
Je pense qu'il y a un effet générationnel. Nous avons fait une étude qualitative chez les lombalgiques. Très honnêtement, les plus de 50 ans sont relativement réticents encore à ce genre de stratégie, notamment ceux qui n'ont jamais joué. Donc, nos enfants qui vont grandir seront des adeptes de ce genre de stratégie. Et donc, on peut parier que dans les années à venir, ce sera plus facile à proposer. En tous les cas, vous voyez qu'on peut être tout à fait dans quelque chose qui va augmenter l'adhésion, qui va augmenter l'adaptation et du soignant et du soft, c'est-à-dire qu'on peut avoir 2 entrées pour améliorer le patient, qu'on peut avoir des échelles de progression qui sont totalement calquées sur l'activité du patient et que le feedback positif, en retour, va améliorer l'adhésion. Et cette technologie pour la santé par le mouvement, je pense de l'avenir. En tout cas, je l'espère. Je vous remercie.